On craignait la douche froide pour cet UFC Paris. C'est un peu ce qui s'est passé, en tout cas pour le main event. Clairement, Benoît Saint-Denis, c'était une belle douche froide, une désillusion pour tous ceux qui croyaient en lui. Moi y compris, évidemment, j'avais parié pour Benoît Saint-Denis dans la précédente vidéo sur le sujet. Maintenant, j'avais dit que ça allait être très compliqué pour lui pour les raisons qui se sont exprimées dans le combat face à Moïcano. On va voir aussi si ceux qui sont en train de dire actuellement que Benoît Saint-Denis est surcoté, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Parce qu'évidemment, c'est facile de les diaboliser et de dire qu'ils retournent leur veste. Mais il y a quand même une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'on n'a pas exagéré le niveau de Benoît Saint-Denis pour des raisons qui sont extérieures à son niveau dans la cage? Donc voilà, on va parler de ça. Il y a eu de mauvaises surprises, mais il y a aussi eu de très belles surprises dans cette UFC Paris 3. On va revenir sur le combat de chaque Français, en commençant par le plus important, celui de Benoît Saint-Denis. Alors Benoît Saint-Denis, il y a eu pas mal de questions qui se sont posées autour de son combat. Déjà, l'arrêt de l'arbitre. Pour moi, c'est un arrêt parfaitement compréhensible. Quand on était dans le public, pour le coup, on avait quand même le seum de voir Benoît Saint-Denis stoppé par l'arbitre. Maintenant, en réalité, quand on a revu les images et qu'on voit l'état de Benoît Saint-Denis à la fin du premier round, l'arbitre aurait très bien pu stopper le combat au premier round, enfin le docteur. Donc finalement, on est quand même content qu'il ait pu faire ce deuxième round avec un seul œil parce qu'on a quand même pu voir qu'il avait sa place dans ce combat. Benoît Saint-Denis a donné beaucoup plus de difficultés à Renato Moicano au deuxième round avec un seul œil qu'au premier round quand il était en parfaite santé. Comme il l'a dit, il était un petit peu endormi au premier round apparemment, donc il n'a pas su rentrer dans ce combat. C'est un peu ce que je disais dans la précédente vidéo sur le sujet où j'expliquais que Benoît Saint-Denis va revenir avec une mentalité probablement différente. De un, du fait qu'il revient d'un KO. On compte plus les exemples des combattants qui n'arrivent pas à revenir au même niveau, ou du moins, ils n'arrivent pas à revenir avec la même agressivité une fois qu'ils perdent sur un KO. Et en plus de ça, Benoît Saint-Denis revient avec une équipe différente. Manifestement, cette équipe différente n'a pas la même expérience. En tout cas, le head coach n'a pas la même expérience que Daniel Warin avait. Et ça, c'est vu. Maintenant, c'est une situation super difficile pour tout le monde dans l'équipe. Dès le premier round, on n'a même pas pu voir vraiment ce que valait le nouveau jeu, entre guillemets, de Benoît Saint-Denis, parce que très rapidement, ils se sont retrouvés au sol. Je vois beaucoup de personnes qui expliquent que Benoît Saint-Denis, il n'est pas venu avec la même fougue que d'habitude, qu'il n'a pas fait un gros premier round comme il a l'habitude de le faire. Mais on lui a même pas laissé l'occasion de le faire. Renato Moicano l'a expliqué en post-fight, c'était clairement une des stratégies de son équipe que de tuer dans l'œuf le game plan de Benoît Saint-Denis et de rapidement l'emmener au sol pour qu'il puisse même pas exprimer en fait cette agressivité qu'il a l'habitude d'exprimer. Personnellement, je pense pas que Benoît Saint-Denis ait perdu son agressivité, perdu son esprit de guerrier ou quoi que ce soit à cause de son équipe. Non, il nous l'a montré au deuxième round, il a réussi à revenir malgré le fait qu'il était dans un piteux état, il a réussi à revenir juste avec le cœur. Maintenant, je pense que ce qu'on a sous-estimé à l'inverse, c'est le niveau de Renato Moicano. J'avais dit dans la vidéo précédente que Renato Moicano, plus qu'un vétéran, c'était un expert du sol, qu'on surestimait pas mal le niveau de Benoît Saint-Denis au sol, mais face à Renato Moicano, valait mieux pas qu'il aille sur ce terrain-là. C'est précisément ce que j'avais dit, et malheureusement, on a vu pourquoi. Ça risque d'être très difficile pour Benoît Saint-Denis de revenir d'une telle défaite devant son public. Pour moi, c'est une bien plus grosse humiliation que ce qui s'était passé face à Dustin Poirier. Face à Dustin Poirier, c'était aux États-Unis. En plus, Dustin Poirier était vraiment très loin devant lui. On voyait déjà ça comme un exploit, le fait qu'il ait obtenu le combat. Il avait quand même montré une très belle performance lors du premier round face à Dustin Poirier. Il avait gagné le premier round face à Dustin Poirier. Et la manière dont il a perdu est pas si humiliante. Voilà, on peut voir ça comme un lucky punch. Évidemment, c'était pas un lucky punch. Dustin Poirier est à des années-lumière de BSD en termes de striking, mais on pouvait percevoir ça comme un lucky punch. Là, dans ce combat face à Renato Moicano, on a vraiment vu une vraie différence de niveau. Un peu comme si Benoît Saint-Denis avait pas sa place dans le même octogone que Renato Moicano, encore moins sa place dans le même octogone que Dustin Poirier. Et du coup, ça fait se poser la question, est-ce que Benoît Saint-Denis mérite de rester dans le top 15? Donc tous ceux qui retournent leur veste, entre guillemets, et qui sont en train de se demander si Benoît Saint-Denis est juste surcoté, on peut pas vraiment dire qu'ils ont tort, parce que Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qui a profité d'une certaine hype autour de lui, qui n'était pas forcément due à son niveau dans la cage. Il y a eu pas mal d'éléments extérieurs, comme le fait que, bah voilà, il y a eu une certaine émergence du MMA en France. Il y a le fait que ce soit un combattant très patriotique, très représentant de la France. C'est un combattant qui maîtrise bien les deux dimensions de la performance en MMA, la performance sportive et la performance en termes d'entertainment. On se souvient de tous les call-outs qu'il osait faire. Il avait call-out Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, je crois même. Il avait call-out tout le monde, Justin Gaethje. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui augmente son aura. L'aura, l'image, le personnage Benoît Saint-Denis était bien plus grand que son vrai niveau dans la cage. Du moins, c'est un peu ce que Renato Moicano a exposé. Le cas de Benoît Saint-Denis est vraiment intéressant parce que du coup, on a là un combattant qui a vraiment réussi en termes de management de carrière. Il a réussi à avoir une aura autour de lui qui lui a permis d'obtenir des gros combats comme celui de Dustin Poirier. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en cas de défaite, du coup, on a l'impression que la personne était complètement surcotée. C'est comme si elle se fait exposer, mais en réalité, ça faisait partie du jeu de réussir à se vendre
et donc à être surcoté, entre guillemets. C'est une sorte de performance en tant que combattant de réussir à faire en sorte d'être surcoté. Parce que tu dois être surcoté pour qu'on te fasse affronter des combattants devant toi. Le combattant est littéralement devant toi, donc il est meilleur que toi, et toi tu dois réussir à vendre le fait que tu es à son niveau, voire que tu es meilleur que lui, pour qu'on te mette face à lui et que ce soit intéressant, que le public veuille voir le combat, que l'UFC accepte de faire le combat, il faut qu'on croit que tu as le niveau de cette personne qui est 10 places devant toi. Donc finalement, être surcoté, ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'est un pari que le combattant fait sur lui-même. Là, clairement, le pari que Benoît Saint-Denis a fait sur lui-même n'a pas marché. Donc il est temps de regarder vers l'arrière. En tout cas, c'est mon opinion. Je pense que Benoît Saint-Denis doit absolument affronter un combattant derrière lui. Beaucoup de fois, on a vu des combattants qui forcent à vouloir affronter que des combattants qui sont devant eux au classement et donc qui forcent à n'avoir que des combats difficiles. Là, clairement, Benoît Saint-Denis, il est sur 2 défaites d'affilée par stoppage et en plus de ça dans les premiers rounds. Donc il serait temps pour Benoît Saint-Denis de regarder en arrière et d'affronter un combattant moins fort, juste histoire de reprendre confiance et de pouvoir repartir dans la bonne direction. On passe du coup au combat suivant, Nassourdine Imavov face à Brendan Allen. Nassourdine Imavov, il nous a fait peur. Il nous a fait peur parce que c'était à peu près la même physionomie de combat que le combat qu'on a vu juste avant, où le Français se fait complètement dominer au sol au premier round. Maintenant, Brendan Allen n'a pas fait autant de dégâts que Renato Moicano. Brendan Allen, c'était vraiment la soumission qui menaçait. Brendan Allen, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle, c'est 14 soumissions en carrière, c'est vraiment sa spécialité, il soumet tout le monde. Nassourdine Imavov a réussi à survivre à ça pendant tout le premier round, et ensuite il a déroulé. Le deuxième round, c'est 3 tentatives de takedown, je crois, de Brendan Allen, 3 sprawls de Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov qui fait sa masterclass en striking. Clairement, ce combat a été remporté par Nassourdine Imavov sans équivoque. Il l'a dominé debout, à la fin il l'a dominé même en grappling, du moins il a réussi à annuler complètement le jeu de Brendan Allen au sol, rien à dire, parfaite performance de la part de Nassourdine Imavov. Maintenant Nassourdine il est dans une position très difficile, il y a Dricus du Plessis, Adesanya, Robert Whittaker, Khamzat Chimaev, ces 4 là, Robert Whittaker et Khamzat Chimaev, ils vont s'affronter. Si Khamzat Chimaev l'emporte, on peut déjà imaginer un title shot. Et en plus, de toute façon, il ne va pas affronter Nassourdine Imavov, ils sont dans la même équipe. Enfin, du moins, ils ne vont pas accepter de s'affronter l'un l'autre. Si c'est Robert Whittaker qui l'emporte, Robert Whittaker, bah, il aura tout de suite un combat pour le titre. Et en plus de ça, même si Robert Whittaker perd face à Khamzat Chimaev, il a affronté tellement de combattants par charité, Robert Whittaker, ces dernières années, qu'il ne va pas affronter un combattant de plus comme ça, qui n'est pas encore on the map, qui n'est pas encore connu par tout le monde comme Nassourdine Imavov. Pareil pour Israël Adesanya, je vois très mal Adesanya revenir face à Nassourdine Imavov, sachant que bah, à l'international, Nassourdine Imavov n'a pas le nom qu'on lui reconnaît en France. Et ensuite, l'option qui est la plus probable selon moi, mais qui reste très difficile, c'est celle de Sean Strickland. Sean Strickland parce que bah, ils ont déjà combattu ensemble, c'est évidemment une revanche que Nassourdine Imavov demande depuis très longtemps. Nassourdine Imavov avait gagné le dernier round de ce combat, mais ça restait quand même une domination de la part de Sean Strickland. Maintenant, il y avait pas mal de conditions qui n'étaient pas normales à l'approche de ce combat. C'était un short notice, ce qui était désavantageux pour les deux combattants, peut-être plus désavantageux pour un combattant que pour l'autre. Dans tous les cas, c'était pas une situation qui était normale, c'est un combat qu'on peut demander à revoir. En tout cas, on demande tous, nous les Français, à le revoir. Maintenant, Sean Strickland ne semble pas décidé à le faire. Sean Strickland, évidemment, il a goûté à la ceinture depuis ce combat. Il a envie de recombattre que pour la ceinture. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une situation assez particulière pour qu'on imagine que le prochain combat de Nassourdine Imavov soit pour la ceinture. Maintenant, c'est pas impossible. On n'est pas à l'abri d'une blessure d'un des 4 combattants qui sont devant lui. On n'est pas à l'abri d'une annulation ou de voilà quoi que ce soit qui aille en faveur de Nassourdine Imavov, mais pour l'instant, faut être honnête, c'est pas le favori pour un title shot. Manifestement, on a vu les exemples de Belal Mohamed pendant très longtemps, Leon Edwards pendant très longtemps, et d'autres combattants, Merab Dvalishvili, qui méritent le combat pour le titre. On sait tous qu'ils posent des problèmes à toute la division, mais on ne leur offre pas de title shot parce qu'ils sont pas encore assez entertaining. Donc peut-être qu'on va voir un changement dans la communication de Nassourdine Imavov à l'approche de ce title shot. Peut-être qu'il va continuer de juste tout miser sur la performance. Dans tous les cas, il mérite. On espère le voir très bientôt combattre pour le titre. Le combat d'après, la grosse surprise, la vraie grosse surprise, en vrai, je dirais que c'est Faresiam. Mais William Gomis, ça reste une énorme surprise. Il nous avait prévenu que grâce à ses bases de Sanda, il allait réussir à contrer Joanderson Brito, à boxer en reculant, que c'était vraiment exactement le genre de combattant qu'il avait besoin d'affronter pour vraiment exprimer son striking. Et il n'a pas menti, c'est exactement ce qui s'est passé. Joanderson Brito faisait que s'empaler sur les coups de William Gomis. Maintenant, n'exagérons pas. Ça reste une décision partagée, si je ne me trompe pas, et ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Il y avait quand même une pression qui était mise par Joanderson Brito. Pas mal de personnes dans l'arena pensaient que c'était un vol. Je pense pas que c'était un vol. Je pense que William Gomis méritait de remporter ce combat. Dans tous les cas, une split decision, c'est une split decision. Je pense qu'il y a aussi le fait que William Gomis, on s'attendait pas du tout à ce genre de performance. On s'attendait à ce que Joanderson Brito le domine complètement. Donc rien que le fait de voir une certaine résistance, ça fait que on a envie de donner le combat à William Gomis. Donc je pense que ça joue un peu.
Il y a aussi le fait que les juges sont présents dans l'arène, donc forcément, ils sont un peu influencés par les réactions du public. Quand Joanderson Brito touchait William Gomis, silence radio, personne ne disait rien. Et dès que William Gomis effleurait juste Joanderson Brito, tout le monde criait. Et qu'on le veuille ou non, les juges sont humains et donc ils sont un peu influençables. Donc il y a de ça. Maintenant, je pense pas que ce soit un vol. Je pense que William Gomis a juste prouvé qu'il avait sa place au top de cette division. Dans le top 15, je ne suis pas sûr. William Gomis, après le combat, il a demandé Diego Lopez. Tout le monde sait qu'il va pas obtenir Diego Lopez pour son prochain combat. Maintenant, moi, je pense que c'est une très bonne stratégie, un peu à la manière de BSD qui faisait des call-out à Islam Makhachev dès ses premiers combats. Je pense que c'est une bonne stratégie parce qu'au moins, ça le met sur la carte. Ça fait que l'UFC le prenne au sérieux. Même les fans le prennent un peu plus au sérieux. Diego Lopez, qui était présent à Paris, a dû quand même entendre parler de ce call-out. En plus, il connaissait William Gomis à l'approche du combat. Donc, ça donne quand même du crédit à William Gomis en général. Évidemment, il ne va pas affronter Diego Lopez prochainement, mais c'est sûr qu'il va aller vers l'avant. Donc, ça, c'est une bonne chose pour notre combattant français. Grosse surprise, j'avais pas parié pour lui. C'est pas un retournement de veste ou quoi, c'est juste il y a l'analyse objective et il y a le soutien qu'on apporte, qui sont deux choses différentes. J'apporte mon soutien à William Gomis. Je pensais pas qu'il allait gagner ce combat. Ça reste une décision partagée. Il a pas non plus dominé Joanderson Brito, mais il l'a fait et vraiment bravo à lui. Et on a hâte de voir la suite de sa carrière. On passe du coup au combat de Kevin Jousset face à Brian Battle. Kevin Jousset, on peut pas dire que c'était une performance décevante de sa part. C'était son troisième combat à l'UFC. En fait, ça aurait été exceptionnel s'il avait réussi à battre Brian Battle. Ça aurait vraiment propulsé sa carrière. Il a déjà de bonnes choses autour de lui. Le fait qu'il s'entraîne avec Adesanya, Volkanovski, etc. C'est déjà du crédit qui lui est donné en plus. Le fait que le public français était derrière lui comme jamais, ça lui donne énormément de crédit. Je donnerais ce même point pour tous les autres combattants français. Vraiment, le public, vous n'avez pas idée à quel point est-ce que vous aidez la carrière de ces combattants. Taylor Lapillus, Morgan Charrière, Fares Ziam aussi. On sait tous que leurs carrières vont fortement bénéficier du fait que le public français les pousse et donc ça leur donne une aura de star alors que c'est vraiment une aura qu'ils ont que en France. Donc quelqu'un comme Taylor Lapillus qui était un peu sur la sellette, mais on va pouvoir en reparler, là je mélange un peu tout, mais qui était un peu sur la sellette, on ne sait pas s'il va se refaire cut par l'UFC parce qu'il n'est pas assez spectaculaire ou quoi. Après la réaction qu'il a suscité auprès du public français, ça m'étonnerait que l'UFC songe à le cutter, c'est impossible. L'UFC sont en train de se rendre compte à quel point les combattants français sont de très bels atouts, donc sachez vraiment le public que vous aidez énormément la carrière des combattants. Et c'est le cas pour Kevin Jousset. Donc Kevin Jousset, il y a quand même cette aura autour de lui qui fait que ce combat, c'est pas si grave qu'il l'ait perdu. S'il l'avait gagné, ça aurait été génial, mais on aurait pu quand même prévoir le fait que Brian Battle allait s'imposer. Maintenant, moi, je voyais quand même Kevin Jousset être beaucoup plus présent en termes de striking, être vraiment au-dessus de Brian Battle. Maintenant, pour Kevin Jousset, c'est pas une défaite catastrophique. À l'inverse, pour Brian Battle, c'est vraiment un vrai statement de sa part. C'est un combattant qui, manifestement, il kiffe être dos au mur, il kiffe être l'underdog, la personne contre qui on est. On se souvient que c'était le last pick quand il faisait le TUF, l'émission de télé-réalité de l'UFC. C'était le dernier à avoir été sélectionné par les deux équipes. Et finalement, c'est lui qui a gagné, puisque tout le monde le sous-estimait. Il devait absolument prouver sa valeur et il a réussi à le faire pareil ici. Les gens le sous-estimaient à l'approche du combat. Pas seulement le sous-estimaient, mais évidemment, la foule en était contre lui. Les journalistes, tout le monde lui expliquait à quel point il risque de se faire submerger par la pression que met le public français, etc. Et manifestement, il a kiffé et il s'est nourri de ça. La manière dont on a sifflé Brian Battle, je crois que jamais aucun combattant n'a été sifflé aussi fort dans une arène. Vraiment, c'est pas du tout une exagération, je pense vraiment. Pour ceux qui étaient là, dites-moi en commentaire, hein, mais je pense vraiment qu'on n'a jamais entendu un combattant se faire siffler aussi fort, se faire huer aussi fort que Brian Battle samedi dernier. Là encore, je pense que le rôle du public va être important. Brian Battle, c'est un combattant qu'on va suivre de près. Comme je vous avais dit, c'était une potentielle superstar de l'UFC. Il a cette aura de star, on va le suivre. Et on va rappeler à chaque fois cet épisode comme quoi il était venu en territoire ennemi, que le public français était contre lui, qu'il a réussi à gagner malgré ça, etc. Je pense que ce moment va être vraiment repris quand il crie au micro pendant que le public criait en retour. Bref, le public français rentre vraiment dans l'histoire de l'UFC. J'avais dit que ce combat allait être assez incertain. La vraie raison de l'incertitude dans ce combat, c'était en fait le niveau de Kevin Jousset. Et je pense que ce combat, ça nous donne quand même une bonne indication de où il se situe en ce moment. Parce que Brian Battle, c'est pas non plus le niveau le plus difficile qu'on peut trouver en welterweight. Maintenant, les deux ont un bel avenir. On a hâte de voir ce qu'ils nous réservent. On passe au combat suivant. Morgan Charrière face à Gabriel Miranda. Morgan Charrière, il nous a fait une nouvelle masterclass, que ce soit avant, pendant ou après le combat. J'ai eu l'impression de revivre l'UFC Paris précédent où il fait une grosse performance, où il joue énormément de son physique. La crainte pour ce combat, c'était qu'il se retrouve au sol et que Morgan Charrière se fasse piéger par le jiu-jitsu de Gabriel Miranda. Mais encore une fois, le physique de Morgan Charrière a fait la différence, surtout sa puissance. C'est une nouvelle victoire par KO pour lui, un troisième bonus en 3 combats à l'UFC. Franchement, je pense que c'est une bonne manière d'effacer un peu la défaite de sa dernière apparition à l'UFC.
Déjà, sa dernière apparition, c'était une split decision. Il avait quand même obtenu le bonus. Là, maintenant qu'il obtient un troisième bonus et avec la manière, je pense qu'on peut seulement retenir le fait qu'il a 3 combats à l'UFC, 3 bonus et il peut avancer dans la bonne direction à partir de là. Donc vraiment un sans faute de la part de Morgan Charrière. Et ensuite, cerise sur le gâteau, il montre à l'UFC à quel point c'est une star en lançant une Marseillaise. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que là, il montre à l'UFC à quel point il est important pour le MMA français, à quel point il est reconnu par le public français. C'est pas tous les combattants qui arrivent à générer une réaction du public, qui arrivent à vraiment lever le public. Donc là, c'est vraiment un bon point marqué par Morgan Charrière, en tout cas dans sa relation avec l'UFC, en plus du KO, en plus du bonus, sans faute. C'est vraiment un sans faute pour Morgan Charrière. On passe au combat suivant. Faresiam. Faresiam, on va revenir sur le même point que j'ai dit pour Morgan Charrière. Le public lui sert énormément parce que c'est pas un combattant qui se vend particulièrement bien au micro de l'UFC. Il n'a pas une personnalité particulière qu'il essaye de présenter, un personnage, je veux dire. Donc c'est super important que le public français montre que peu importe son personnage, on va le soutenir juste parce qu'il est français. Il a du monde derrière lui. Mais en plus, là, il n'a pas seulement généré l'engouement du public du fait qu'il est français, il a généré l'engouement du public parce qu'il a fait tout simplement le plus gros KO de l'année. Peut-être que c'est une exagération. En tout cas, c'est certainement un des plus gros KO de l'année. Pour moi, c'est la grosse surprise. Je pense que personne ne s'attendait à ça. J'ai croisé Wally Tandia et Bafodé Gassama qui m'ont dit qu'ils s'attendaient à une victoire de Faresiam. Il y en a beaucoup qui s'attendaient à une victoire de Faresiam apparemment. En revanche, personne ne peut me dire que vous vous attendiez à une victoire de cette manière. Faresiam, il avait jamais terminé aucun combat à l'UFC jusque maintenant. À l'inverse, Matt Frevola, c'est un combattant qui, sur ses 4 derniers combats avant ce combat, comptait 3 finishes au premier round. Donc personnellement, je vous l'ai dit, je voyais Matt Frevola surprendre Faresiam dès le début du combat très rapidement. Faresiam, on le sait, depuis 2019, c'est un combattant qui nous a habitués à laisser son adversaire imposer sa volonté, le coller contre la cage, etc. Donc c'était assez surprenant. Non, c'était pas assez surprenant, c'était hyper surprenant de le voir dominer Matt Frevola. Il a vraiment boxé avec autorité. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas faire avant, du moins pas à cette intensité-là. Il avait vraiment quelque chose à prouver, il a réussi à le faire. Est-ce que ça mérite un top 15? Je ne sais pas. La performance en elle-même, je dirais qu'elle mérite qu'il rentre dans le top 15. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment le niveau d'affronter les combattants du top 15? À vous de me le dire dans les commentaires. On passe au combat suivant, celui d'Oumar Sy. Il y a pas mal de personnes qui étaient déçues, ils s'attendaient à ce qu'il roule sur le coréen, qu'il le termine, etc. Moi, je pense que t'as pas besoin de terminer un combattant pour lui rouler dessus. Je pense qu'on a quand même vu une vraie différence de niveau. Personne n'était surpris au moment de la décision. C'est clairement Oumar Sy qui méritait de l'emporter. Maintenant, ça reste ses débuts à l'UFC. C'est que son deuxième combat, il était grand favori à l'approche de ce combat. Clairement, l'UFC essaye de le construire. Il fait son bout de chemin. Il s'est montré solide. Évidemment, on aurait tous aimé avoir un highlight et ça lui aurait servi. Mais d'un autre côté, ça lui aurait aussi peut-être desservi parce que avoir un highlight spectaculaire, on sait que ça propulse les combattants vers le haut. En plus de ça, il y a le public français derrière lui et nous, on aime bien propulser nos combattants vers le haut du classement. Ça lui aurait fait peut-être avancer trop vite et affronter des combattants trop durs trop tôt. Là, après cette performance, il a confirmé sa position et on peut être sûr que l'UFC va lui redonner un test assez respectable pour son prochain combat, mais rien de trop fou et ça lui permet de construire sa carrière à l'UFC de manière solide. On passe au combat de Taylor Lapillus. Taylor Lapillus, pareil, il partait favori à l'approche de ce combat. Maintenant, le vrai problème pour lui dans ce combat, c'était qu'il fallait absolument qu'il fasse une performance dominante, préférablement un finish. Il n'a pas obtenu le finish, c'était assez prévisible. Maintenant, il a quand même gagné avec la manière. Rajoutez à ça le fait qu'à chaque grosse action de Taylor Lapillus, le public réagissait. Avant et après le combat, Taylor Lapillus a généré une grosse réaction du public. Tout ça, ça fait qu'on ne s'inquiète pas pour son contrat à l'UFC. L'UFC a pu ressentir à quel point c'est une star, en tout cas en France, et sa performance était loin d'être ennuyeuse. Donc, c'est pas comme si c'était juste le public qui l'avait sauvé. Lui-même a fait une performance qui était bien plus incisive. Il n'a pas trouvé le KO, mais il aurait pu. Moi, personnellement, je pense que sur 5 rounds, il aurait fini par mettre KO Vince Morales. Ça reste un big step pour Taylor Lapillus, et je pense qu'on peut raisonnablement espérer au moins le voir en main card pour ses prochains combats. Pour finir, Nora Cornol. Alors, je voyais Nora Cornol s'imposer, comme j'ai dit, parce que elle se préparait pour le combat face à Germaine de Randami, la légende, non pas seulement du pied-point, mais même du MMA. Comme j'ai dit, c'était la première championne UFC en featherweight chez les femmes. Nora Cornol allait avoir la chance d'affronter Germaine de Randami. Finalement, elle a affronté Cavalcanti. Du coup, ma présomption, c'était que Nora allait venir très 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 bien préparée. En plus de ça, elle sortait d'un énorme KO, donc elle venait avec beaucoup de confiance. Maintenant, j'avais dit que Jacqueline Cavalcanti allait venir avec pas mal de confiance du fait que c'est elle qui avait gâché la fête l'année dernière en battant Zara Fern. Cette année, elle a de nouveau gâché la fête en nous donnant notre première défaite française de la carte. Maintenant, c'était un combat très difficile, c'était une décision partagée, donc ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Nora Cornol pensait s'être fait voler.
Je suis pas sûr que ce soit un vol. Je trouve qu'elle n'était pas vraiment au top de sa forme. On l'a vu faire de meilleures performances. Je pense que face à la Portugaise, il y avait la place. Maintenant, Nora Cornell partait pas hyper favorite dans ce combat. Ça restait un pari de sa part. Et comme j'ai dit, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est pas la défaite la plus dramatique pour notre combattante française. Et la dernière surprise du coup de cette carte, parce qu'il y en a eu beaucoup des surprises sur cette carte, Bola Giochi. J'avais pas donné mon pronostic pour son combat, mais beaucoup pensaient que Bola Giochi allait rouler sur Chris Duncan. Peut-être pas lui rouler dessus, mais en tout cas, tout le monde pensait qu'il allait remporter ce combat. Et il gagnait ce combat, hein, pour le coup, jusqu'à ce qu'il fasse cette énorme erreur. C'est à peu près tout ce qui s'est passé sur cette carte. Il y a eu énormément de surprises, comme j'ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet événement. Dites-moi si vous pensez que Faresiam, Morgan Charrière et William Gomis méritent d'entrer dans le top 15 de leur catégorie respective. Dites-moi si vous pensez que Nassourdine Imavov mérite de combattre pour le titre juste après. En vrai, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait qu'il mérite. Mais est-ce que vous pensez qu'il va l'obtenir? C'est une autre question. Pour Benoît Saint-Denis, est-ce que vous pensez qu'il mérite de sortir du top 15? Je pense que c'est une bonne question à se poser. En tout cas, mon avis sur la question, c'est qu'il doit au moins affronter quelqu'un qui n'est pas dans le top 15, histoire de juste reprendre confiance en lui. En tout cas, malgré les défaites, selon moi, c'était un des meilleurs, si pas le meilleur UFC Paris qu'on ait eu en termes de niveau dans la cage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour rien louper des prochaines actus MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.